Le 23 octobre 1988, une Peugeot 505 bleu marine quitte Lyon sous un ciel d'automne chargé. À son bord, 4 personnes qui ne savent pas qu'elles vivront leurs dernières heures. Philippe Durand, 42 ans, conduit en silence. À ses côtés, son épouse Isabelle. Sur la banquette arrière, Émilie, 13 ans, et Julien, 10 ans. La destination, leur maison de campagne près de Saint-Étienne, à peine 80 km. Un trajet banal, effectué des dizaines de fois. Mais ce soir-là, la famille Durand ne parviendra jamais à destination. Leur voiture disparaîtra dans la nuit, comme avalée par la terre. Pendant 27 ans, personne ne saura ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'en 2015, leur véhicule soit retrouvé dans une forêt isolée, avec à l'intérieur un secret si terrifiant que les enquêteurs peineront à croire ce qu'ils découvrent. Comment 4 personnes peuvent-elles disparaître sans laisser la moindre trace? Et surtout, que cachait vraiment cette voiture abandonnée pendant près de 3 décennies? Avant de continuer, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystérieuses. Le dimanche 24 octobre au matin, le téléphone sonne chez les parents d'Isabelle à Montpellier. C'est le voisin de la maison de campagne. Sa voix tremble. La maison est fermée, les volets clos, aucune voiture devant l'entrée. Il a frappé, appelé. Personne. Monique Marchand sent immédiatement son sang se glacer. Sa fille l'appelle toujours en arrivant. Toujours. Elle compose le numéro de l'appartement lyonnais. Une sonnerie. 2, 3. Aucune réponse. Elle réessaie. Encore. Rien. À 14 heures, après avoir contacté tous les amis proches sans obtenir d'informations, son mari Georges décide d'appeler la gendarmerie. Les premiers gendarmes arrivent à 16 heures. Tout est fermé. Aucun signe d'effraction, aucune trace de passage. Avec l'autorisation des parents, ils ouvrent avec le double des clés. L'intérieur est impeccable, figé dans le temps. Le lit fait, le réfrigérateur contenant quelques produits périmés. Aucun bagage. Aucune trace de la famille Durand. Les gendarmes contactent leurs collègues de Lyon qui se rendent à l'appartement. Là encore, tout semble en ordre. Une voisine confirme avoir croisé Isabelle dans l'ascenseur samedi vers 17 h, lui souhaitant bon week-end. Après cet instant, plus rien. Comme si la famille avait été effacée de la surface de la Terre. L'enquête s'ouvre officiellement le lundi. Le capitaine Marc Dubreuil, 53 ans, cheveux grisonnants et regard perçant, prend la tête des investigations. Ancien de la police judiciaire de Lyon, il a traité des dizaines de disparitions. Mais celle-ci le déroute immédiatement. Aucun conflit familial, aucune dette importante, aucune menace. Philippe Durand était un cadre respecté dans une entreprise textile. Isabelle, professeure de lettres, aimée de tous ses collègues. Les enfants, excellents élèves sans problème. Pas d'ennemis déclarés. Les vérifications bancaires ne révèlent aucun retrait suspect. La carte de Philippe n'a pas été utilisée depuis samedi 17h08 lors d'un plein d'essence dans une station-service de l'autoroute A47. 52 litres de sans-plomb. C'est la dernière trace matérielle de la famille. Après cette station, plus rien. Le néant absolu. Des équipes fouillent les fossés, inspectent les ravins, interrogent tous les riverains. Personne n'a rien vu. Des hélicoptères survolent les zones boisées du Pilat. Des plongeurs explorent les plans d'eau. Des avis de recherche sont diffusés à l'échelle nationale. Les photographies de Philippe, Isabelle, Émilie et Julien apparaissent partout. À la télévision, Monique Marchand, le visage ravagé, implore devant les caméras quiconque aurait aperçu sa fille de se manifester. Des centaines de témoignages affluent. Tous mènent à des impasses. La Peugeot 505 bleue semble avoir été engloutie par les ténèbres. Le capitaine Dubreuil explore alors une hypothèse glaçante. Et si Philippe avait volontairement fait disparaître sa famille? Cette idée insoutenable est envisagée malgré l'absence totale d'indices. Les enquêteurs épluchent les relevés bancaires des années précédentes, cherchant des préparatifs, des transferts suspects. Rien. Ils interrogent les proches, tentant de déceler des failles dans le couple. Tous dressent le portrait d'une famille unie. Mais un collègue de Philippe confie qu'il l'avait trouvé préoccupé ces dernières semaines, moins bavard. Cette déclaration intrigue. Les auditeurs fouillent les archives de l'entreprise. Et là, une zone d'ombre apparaît. L'entreprise traverse une crise bien plus grave que révélée initialement. Des contrats perdus,
des licenciements envisagés. Philippe, en tant que directeur commercial, portait une part importante de cette responsabilité. Certains membres de la direction lui reprochaient d'avoir mal négocié, causant des pertes financières. Les enquêteurs se demandent alors si Philippe, accablé, aurait pu commettre l'irréparable. Tuer sa famille avant de se suicider quelque part dans les bois? Cette hypothèse macabre hante Dubreuil. Mais elle se heurte à un problème fondamental. Où est la voiture? Si Philippe s'était donné la mort, la Peugeot aurait dû être retrouvée. Or, malgré des semaines de recherches acharnées, aucune trace du véhicule. Les mois passent. Novembre, décembre, puis Noël arrive, plongeant les proches dans une douleur insoutenable. Monique refuse de décorer le sapin. Georges vieillit de 10 ans en quelques semaines. L'appartement lyonnais reste vide, figé dans l'attente. Des scellés sont placés. Le capitaine Dubreuil continue d'explorer toutes les pistes. Clients mécontents, connaissances lointaines, voisins. Une équipe passe au peigne fin des kilomètres de forêt. Il retrouve des carcasses de voitures abandonnées, des décharges sauvages. Jamais la Peugeot 505. Au début de 1989, une rumeur enfle. Certains prétendent que la famille aurait été enlevée par des extraterrestres. Des émissions sensationnalistes alimentent cette théorie absurde. Le capitaine Dubreuil doit répondre publiquement, précisant que l'enquête se base sur des faits, pas sur des fantasmes. Mais cette polémique illustre le désarroi général. Comment 4 personnes et leurs voitures peuvent-elles disparaître aussi complètement? Des équipes spécialisées explorent les gorges, les zones marécageuses, les anciens chemins forestiers abandonnés. Cette campagne dure plusieurs semaines, mobilise des dizaines de personnes. Aucun résultat. Le printemps arrive, puis l'été. La presse se désintéresse de l'affaire. La famille Durand devient une énigme froide, un dossier classé parmi les disparitions inexpliquées. Dubreuil ne renonce pas. Il archive méticuleusement tous les documents, garde une copie du dossier chez lui, continue d'y réfléchir le soir, persuadé qu'un détail lui a échappé. Les parents d'Isabelle traversent les années comme des fantômes. Monique développe une dépression sévère, nécessitant plusieurs hospitalisations. Georges s'enferme dans le silence. Il refuse d'accepter une déclaration de décès. Pour eux, tant qu'aucun corps n'a été retrouvé, leurs filles et leurs petits-enfants sont quelque part vivants. Cette conviction, aussi irrationnelle soit-elle, les maintient en vie. Le frère d'Isabelle, Thierry Marchand, tente de reprendre le flambeau. Il contacte des associations, engage un détective privé. Les résultats restent nuls. Les années 90 passent sans révélation. L'affaire Durand est évoquée dans des documentaires sur les grandes énigmes criminelles. Des journalistes tentent de relancer l'intérêt sans succès. Le capitaine Dubreuil prend sa retraite en 1996, mais continue de penser à cette famille. Il a consacré 8 ans à cette enquête. Avant de partir, il transmet le dossier à un jeune lieutenant, Olivier Blanc, lui demandant de ne jamais oublier les Durand. Blanc promet, sans vraiment croire qu'il y aura du nouveau. Dans son esprit, la famille est morte quelque part en 1988 et leurs restes ne seront peut-être jamais découverts. Les années 2000 apportent de nouvelles technologies, bases de données informatiques, analyse ADN, recherche satellitaire. Blanc, devenu capitaine, décide en 2005 de rouvrir symboliquement le dossier. Il fait analyser les rares indices conservés. Mais aucune comparaison n'est possible sans corps ni scène de crime. Il tente de reconstituer le trajet avec les caméras de l'époque. Mais en 1988, la vidéosurveillance était quasi inexistante sur les routes de campagne. Quelques images montrent une voiture ressemblant à celle des Durand sur l'A47, mais impossible d'identifier les occupants ou de suivre le véhicule plus loin. Monique Marchand décède en 2009, emportée par un cancer. Jusqu'à son dernier souffle, elle a gardé l'espoir. Georges s'éteint 2 ans plus tard. Thierry Marchand devient le dernier membre de la famille à porter le souvenir. Il a maintenant 60 ans, est devenu grand-père mais n'a jamais oublié sa sœur Isabelle et ses neveux. Il continue de téléphoner régulièrement au capitaine Blanc, demandant s'il y a du nouveau. La réponse est toujours négative. L'affaire semble définitivement classée parmi les mystères insolubles. Mais le 20 septembre 2015, tout bascule. Un dimanche de fin d'été. Un groupe de randonneurs décide d'explorer une zone forestière peu fréquentée du massif du Pilat, à environ 15 km de la route habituelle. Une forêt dense, ancienne, traversée de sentiers à peine tracés. Le groupe progresse lentement. Vers 14 heures,
André Perrin, un retraité de 72 ans, s'écarte du sentier pour se reposer près d'un vieux chêne. C'est alors qu'il aperçoit quelque chose de métallique qui brille sous les feuilles mortes. Son cœur s'emballe. Sous la végétation épaisse, presque entièrement recouverte de mousse et de lierre, se trouve une voiture. André appelle ses compagnons. Ensemble, ils dégagent partiellement la végétation. Une Peugeot 505 bleu marine sous la crasse. Les vitres sont couvertes de terre, rendant impossible de voir à l'intérieur. La voiture semble abandonnée depuis très longtemps. André se souvient vaguement de l'affaire Durand, cette famille disparue dans les années 80. Son sang se glace. Il demande à un compagnon d'appeler les gendarmes. 40 minutes plus tard, une équipe arrive sur les lieux. Le lieutenant Martin Leclerc observe la scène. La voiture est dans une petite clairière, à environ 200 mètres d'un ancien chemin forestier impraticable. Leclerc appelle immédiatement le capitaine Blanc. Blanc arrive en fin d'après-midi et contemple la Peugeot avec une émotion intense. Les plaques, rongées par la corrosion, sont encore partiellement lisibles. Il note le numéro, le compare avec son dossier. C'est bien celle de Philippe Durand. Une équipe de police scientifique est dépêchée. Le périmètre est sécurisé, des projecteurs installés. Personne ne touche à la voiture. Blanc passe la nuit sur place, incapable de dormir, tournant autour du véhicule. Il appelle Thierry Marchand. Ce dernier, bouleversé, annonce qu'il prendra le premier train. Le lundi matin, l'équipe scientifique commence. Ils photographient la voiture sous tous les angles, documentent l'état de la végétation, prennent des mesures. Puis, avec d'infinies précautions, ils ouvrent les portières. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur fait chanceler même les plus endurcis. Sur le siège conducteur, un squelette humain affalé contre le volant. Sur le siège passager, un autre squelette. Sur la banquette arrière, 2 squelettes plus petits, ceux d'enfants. Les corps parfaitement conservés dans leur structure osseuse, les vêtements en grande partie décomposés mais encore identifiables. Le médecin légiste, le docteur Claire Morel, examine la scène. Elle confirme 4 individus, 2 adultes et 2 enfants, morts depuis très longtemps. Mais voici ce qui glace le sang des enquêteurs. Aucune trace de violence apparente, aucun impact de balle, aucune fracture suspecte. Les portières s'ouvrent sans difficulté. Il n'y avait donc aucun blocage qui aurait pu empêcher les occupants de sortir. Alors pourquoi sont-ils restés à l'intérieur jusqu'à la mort? Le capitaine Blanc observe la scène, les larmes aux yeux. Après 27 ans, la famille Durand vient d'être retrouvée. Mais une question terrifiante s'impose. Qu'est-ce qui les a tués? Sur le tableau de bord, une lampe torche éteinte. Sur la banquette arrière, les jouets de Julien intacts. Un livre de science-fiction, celui qu'Émilie lisait. Le docteur Morel fait retirer délicatement les corps pour les transporter à la morgue. Les analyses prendront plusieurs jours. Mais déjà, en examinant l'intérieur avec attention, elle détecte quelque chose. Des traces sombres sur les parois métalliques, des résidus de suie. Elle demande à une équipe de mécaniques d'examiner le moteur et le système d'échappement. Le lendemain, les mécaniciens rendent leur verdict. Le pot d'échappement présente une perforation importante, probablement causée par la corrosion ou un impact. Cette perforation aurait permis au gaz d'échappement de s'infiltrer dans l'habitacle. Si la famille avait laissé le moteur tourner, le monoxyde de carbone aurait progressivement envahi la voiture, les asphyxiant en silence, sans odeur, sans couleur, sans qu'ils comprennent ce qui leur arrivait. Le capitaine Blanc reconstruit alors le scénario. Le 23 octobre 1988 était une soirée froide. Après la station-service, Philippe a emprunté la sortie vers les routes départementales. Mais à un moment, il a dévié de son itinéraire. Peut-être a-t-il voulu emprunter un raccourci, peut-être s'est-il trompé d'intersection à cause de l'obscurité. Il a pris l'ancien chemin forestier, pensant rejoindre une route principale. Mais ce chemin, autrefois utilisé par les bûcherons, était abandonné depuis des années. Plus Philippe avançait, plus la voie se dégradait. Ornières, branches tombées, ronces. À un moment, la Peugeot s'est immobilisée, coincée par le terrain ou un obstacle mécanique. Philippe a tenté de manœuvrer, de reculer. Les roues patinaient dans la boue. La nuit était maintenant totale. Les enfants avaient peur. Isabelle tentait de les rassurer. Philippe, stressé, a décidé de ne pas abandonner la voiture pour aller chercher de l'aide à pied. C'était compréhensible. Il faisait nuit noire, la forêt était dense, hostile. Partir avec 2 enfants terrorisés aurait semblé plus dangereux. Alors il a pris une décision qui paraissait raisonnable.
Il a laissé le moteur tourner pour maintenir le chauffage, pensant attendre le lever du jour. Isabelle a essayé de calmer les enfants. Émilie serrait son livre. Julien se blottissait contre sa mère. Les minutes ont passé, puis les heures. Le ronronnement du moteur était rassurant dans le silence de la forêt. Mais à leur insu, le monoxyde de carbone s'infiltrait progressivement. Invisible, inodore, mortel, les premiers symptômes sont apparus insidieusement. Maux de tête, fatigue inexplicable, confusion mentale. Philippe a probablement ressenti que quelque chose n'allait pas. Mais il était déjà trop tard. Le monoxyde de carbone agit comme un poison silencieux, saturant l'hémoglobine, empêchant l'oxygène d'atteindre les organes vitaux. Les enfants se sont endormis les premiers, leur petit corps plus vulnérable. Isabelle a dû lutter contre le sommeil, sentir ses forces l'abandonner sans comprendre pourquoi. Philippe a peut-être tenté une dernière fois d'ouvrir la portière, mais ses membres ne lui obéissaient plus. La conscience s'est éteinte progressivement. En quelques heures, peut-être moins, la famille entière a succombé. Leurs corps sont restés là, dans cette clairière perdue, pendant 27 ans. La nature a repris ses droits, recouvrant la voiture de mousse, de lierre, de feuilles mortes. Les saisons ont passé. Personne n'est jamais venu dans cette partie reculée. L'ancien chemin était devenu tellement impraticable que même les chasseurs l'évitaient. Le docteur Morel confirme l'hypothèse après les analyses toxicologiques. Elle détecte des taux élevés de carboxyhémoglobine sur les fragments de tissu préservés. Signature indiscutable d'une intoxication au monoxyde de carbone. Les ossements ne présentent aucune trace de violence. La famille Durand n'a pas été assassinée. Elle n'a pas été victime d'un enlèvement. Elle est morte d'un tragique accident, conséquence d'une série de décisions malheureuses et d'une défaillance mécanique fatale. Mais voici ce qui rend cette affaire encore plus terrifiante. Si Philippe avait simplement ouvert les fenêtres, si l'un d'eux était sorti de la voiture, même brièvement, si le pot d'échappement avait été vérifié la semaine précédente, si Philippe avait pris une autre sortie sur l'autoroute, des dizaines de si qui ne changeront jamais rien. La mort était là, invisible, silencieuse, patiente, attendant dans l'habitacle pendant que la famille pensait être en sécurité. Lorsque le capitaine Blanc reçoit le rapport final, il ressent un mélange de soulagement et de tristesse infinie. L'énigme est résolue. Les corps peuvent recevoir une sépulture digne. Mais cette famille aurait pu être sauvée si tant de choses s'étaient passées différemment. Thierry Marchand, lorsqu'on lui annonce les conclusions, s'effondre. Pendant 27 ans, il a imaginé des tueurs, des réseaux criminels, des disparitions volontaires. Jamais il n'aurait pensé que sa sœur et ses neveux étaient simplement morts dans cette forêt, à quelques kilomètres de leur destination, victimes d'un gaz invisible. Les funérailles ont lieu en novembre 2015. 4 cercueils enterrés côte à côte dans le cimetière de Montpellier, près des tombes de Monique et Georges. Une stèle sobre porte leur nom. Réunis pour toujours. Famille Durand, disparue le 23 octobre 1988, retrouvée le 20 septembre 2015. L'affaire Durand suscite un regain d'intérêt médiatique. Les journaux titrent sur le mystère résolu après 27 ans. Des débats s'ouvrent sur les dangers du monoxyde de carbone. Mais les questions demeurent. Comment une voiture et 4 corps ont-ils pu rester introuvables si longtemps? Le capitaine Blanc explique que l'ancien chemin forestier n'apparaissait plus sur les cartes utilisées en 1988. Les équipes s'étaient concentrées sur les routes praticables. Personne n'avait imaginé que Philippe, conducteur prudent, aurait pu s'aventurer sur un tel chemin. Sans GPS, sans drone, sans imagerie satellite, une voiture recouverte de végétation dans une forêt dense était invisible. Le capitaine Dubreuil, l'enquêteur historique, était décédé en 2012. Mais sa veuve confie qu'il n'a jamais cessé de penser aux Durand. Il avait gardé une photo de la famille dans son bureau, comme rappel que certaines énigmes attendent des décennies avant de livrer leurs secrets. Elle ajoute qu'il aurait été soulagé de savoir que l'affaire avait finalement été résolue. Thierry Marchand, dans les mois suivants, entreprend un travail de mémoire. Il rassemble photographies, lettres, souvenirs. Il crée un site internet dédié à leur mémoire, partageant anecdotes et moments heureux. Il publie les dessins de vaisseaux spatiaux de Julien, les poèmes qu'Émilie écrivait. Il raconte les dimanches en famille, les vacances, les éclats de rire. C'est sa manière de faire vivre leurs souvenirs, de leur offrir une immortalité au-delà de la mort.
Aujourd'hui, la maison de campagne a été vendue. Thierry ne pouvait plus supporter d'y retourner, sachant que sa sœur et ses neveux étaient morts si près. La forêt du Pilat continue de vivre, indifférente. L'emplacement où la Peugeot a été retrouvée est marqué par une petite plaque discrète. Quelques randonneurs s'y arrêtent, observent un instant de silence, puis repartent. La nature a effacé toutes les traces. Les fougères ont repoussé, les arbres ont grandi, le temps a poursuivi son cours. L'histoire de la famille Durand nous rappelle la fragilité de nos existences, la manière dont un simple concours de circonstances peut tout basculer. Philippe n'avait aucune intention de nuire. Il a simplement fait une erreur de navigation, puis une erreur de jugement. Ces deux erreurs, combinées à un pot d'échappement défectueux, ont causé la mort de 4 personnes innocentes. Il n'y a pas de coupable, pas de criminel à juger. Juste une tragédie absurde qui aurait pu être évitée par 1000 détails différents. Cette affaire nous interroge sur notre rapport à la technologie et à la sécurité. En 1988, les voitures n'étaient pas équipées de GPS, de téléphones portables, de systèmes d'alerte. Aujourd'hui, une famille perdue pourrait appeler les secours en secondes, partager sa localisation, être secourue. Le monoxyde de carbone reste un danger, mais les véhicules modernes ont des normes plus strictes. Pourtant, chaque année, des accidents similaires se produisent, rappelant que la vigilance doit rester constante. L'affaire Durand a également soulevé des débats sur la responsabilité des constructeurs. Certains ont accusé Peugeot de ne pas avoir rappelé les véhicules présentant des risques de corrosion. D'autres ont pointé les garages effectuant des contrôles trop rapides. Mais juridiquement, aucune poursuite n'a abouti. Le pot d'échappement s'était probablement détérioré progressivement. Difficile de déterminer si le défaut existait lors du dernier contrôle. L'affaire s'est close sans responsabilité établie, laissant Thierry avec un sentiment d'injustice supplémentaire. L'affaire nous enseigne aussi l'importance de ne jamais cesser de chercher. Les enquêteurs auraient pu abandonner après quelques années, mais Dubreuil, puis Blanc, ont maintenu le dossier actif. Et 27 ans plus tard, la vérité a émergé. Non par une nouvelle technologie ou un témoignage, mais simplement parce que des randonneurs ont exploré une zone inhabituelle. Parfois, la résolution tient à un hasard. Mais ce hasard ne peut porter ses fruits que si les enquêteurs restent vigilants, si les dossiers sont conservés méticuleusement, si la mémoire refuse d'oublier. Les familles de disparus le savent. L'oubli est leur pire ennemi. Lorsqu'une affaire disparaît des médias, lorsque les années passent sans nouvelles, le risque est que le dossier soit enterré définitivement. C'est pourquoi des associations militent pour que chaque cas soit documenté dans une base nationale, accessible et régulièrement mise à jour. Elles demandent que les progrès technologiques soient appliqués aux anciennes affaires. Analyse ADN plus précise, reconstitution en 3 dimensions, comparaison internationale. Tous ces outils peuvent résoudre des énigmes vieilles de décennies à condition qu'on s'en donne les moyens. Avant de clore cette histoire, prends un instant pour écrire dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laisse un like pour soutenir notre travail. Chaque histoire mérite d'être racontée, chaque victime mérite d'être honorée. L'affaire de la famille Durand s'est terminée dans une clairière silencieuse du Pilat, 27 ans après avoir commencé. Elle laisse des leçons sur la fragilité de la vie, l'importance de la vigilance, la nécessité de ne jamais abandonner la recherche de vérité. Elle rappelle que derrière chaque disparition, il y a des êtres humains, des histoires, des amours brutalement interrompus. Philippe, Isabelle, Émilie et Julien Durand ne sont plus des noms sur une liste. Ils reposent ensemble, dans un cimetière du Sud, réunis dans la mort comme dans la vie. Leur histoire nous rappelle de chérir chaque instant, de prendre soin de ceux que nous aimons et de ne jamais tenir pour acquis le simple fait d'arriver à bon port. Car parfois, le danger ne vient pas d'un criminel embusqué dans l'ombre. Il vient d'un gaz invisible, d'une décision apparemment raisonnable, d'une nuit où tout bascule sans prévenir. Et c'est peut-être ça, le plus terrifiant.